Donc, bienvenue cet après-midi à la webinaire par rapport à l'agression à caractère sexuel organisée par la Maison Interlude. Aujourd'hui, on a des présentations du Centre Nova et de SAS. C'est juste à noter que le mois de mai, c'est le mois de sensibilisation par rapport à les agressions à caractère sexuel. So just to welcome you all this afternoon for our webinar on sexual assault. Organized by Maison Interlude and presented with Le Centre Nova and SAS. Just to let you know also, the month of May is the awareness month for sexual assault. So we figured it would be a great opportunity to discuss some of the services that we frequently seek assistance with. Juste un petit mot par rapport à la Maison Interlude avant qu'on commence avec le Centre Nova. Donc, la Maison Interlude, c'est plus qu'un hébergement. Donc, on a l'hébergement, donc il y a la maison qui est sécurisée, il y a des plans de sécurité, on peut faire du counseling individuel, on a de l'assistance 24/7, puis on fait des références. On a aussi le volet des services d'approche, donc il y a 7 bureaux satellites à travers les 5 comtés, donc STG, Prescott, Russell. On aide aussi avec les plans de sécurité puis l'évaluation des besoins. On offre du counseling individuel puis l'accompagnement. Aussi, on va faire des références aux besoins, souvent au Centre Nova et à SAS. Puis on a un réseau main dans la main qui est vraiment notre réseau de bénévoles, ainsi que notre boutique Pastel. Un autre volet qu'on offre, c'est la sensibilisation, prévention, éducation. Donc, on peut faire des présentations, des ateliers, on offre des groupes, des webinaires puis balados. Puis, on offre plusieurs présentations, soit aux écoles, des agences communautaires, puis à des événements. Donc, nos services sont gratuits et confidentiels à travers les 5 comtés, puis c'est pour les femmes victimes de violences. Puis les services sont offerts en français et en anglais. So just to kind of give you guys an overview about Maison Interlude House, we are more than a shelter. So we do have the shelter aspect where we'll do it's a safe place for them to stay. We can do a safety plan. We can offer individual counseling. There's 24-hour assistance. We do referrals as well. Then we have our outreach service department, which has 7 satellite offices throughout SDG and Prescott Russell, where we will meet with the women to do safety plans, needs assessments. We offer them individual counseling. We can accompany them to appointments, whether it's criminal court, family court, applications to housing, things like that. We also do a lot of referrals, and a lot of the referrals we do work collaboratively with Centre Nova and SAS, among several other agencies. And we have our hand-in-hand networks, that is our volunteers, and we have a boutique also in Alexandria. Another aspect that we can offer is awareness, prevention, and education. So we can go in and do presentations on diverse subjects. We can offer workshops, groups. We do webinars and podcasts. And we can also do presentations to local schools and partners, community partners, or at events. So I just want to also say that our agency is free and confidential. It's for women and children who are victims of violence, and the services are offered in French and in English. So that kind of gives you an overall idea of Maison Interlude in a nutshell, which is very quick. But yeah, so what we'll do now is we'll proceed with the presentation from Le Centre Nova. So Danielle and Myriam are here to talk to us about their agency and a bit about l'agression à caractère sexuel. Donc, on va procéder avec la présentation du Centre Nova avec Danielle et Myriam qui sont ici pour justement parler de leur agence et les services disponibles. Merci les filles. Oui. Merci. Je vais juste partager mon écran. Une minute. Et voilà. OK. Est-ce que tout le monde peut voir la présentation? Can everybody see the presentation? Oui, merci. OK, parfait. Thank you. Donc, moi, je m'appelle Danielle. Je travaille au Centre Nova. Et moi, c'est Myriam. Oh, excusez. Ouais, c'est bon, j'ai Myriam avec moi aujourd'hui.
Allô, Myriam? Allô! Fait qu'on va te donner une petite présentation sur nos services aujourd'hui. L'ordre du jour, ça va être pas mal vite, un peu comme Maxime l'a dit, on va vous donner ça un petit peu dans un nutshell. So it's going to be really a quick overview of what we offer and talk a little bit about, sexual assault kind of in a nutshell. Ça va être quand même assez vite. Fait qu'on va parler de nos services. Qu'est-ce qu'une agression à caractère sexuel, les formes d'agression à caractère sexuel, les conséquences d'une agression à caractère sexuel et comment aider une victime, une survivante. Je pense que c'est toi, Myriam. Oui, donc, dans le fond, le Centre Nova, c'est un CALAX francophone. Donc, on désherbe la région de Prescott-Russell. Donc, on est un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Donc, tous nos services sont offerts en français. Ils sont gratuits et confidentiels. Et nous, vraiment, notre clientèle, c'est des survivantes ou victimes d'agressions à caractère sexuel, des femmes de 12 ans et plus. Et dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire de l'accueil, d'écoute. On reçoit des appels, on donne un peu de soutien par rapport à ça. On va beaucoup faire d'interventions individuelles, d'accompagnement comme un peu de la maison interdite. On va accompagner des fois avec la cour, avec des implications pour les accusations criminelles. On peut aller faire aussi accompagner pour des rape kits à l'hôpital aussi. On fait la défense des droits pour les femmes. On a des groupes de soutien, on a des ateliers aussi thématiques dans les écoles. On fait de l'information, des guiages et de la référence aussi à d'autres organismes de la région et des fois aussi à l'extérieur, dépendamment des cas. Et un peu avec l'atelier, on fait d'éducation et de sensibilisation au public dans les écoles primaires et secondaires de la région. Donc, qu'est-ce que c'est l'agression à caractère sexuel? Donc, l'agression à caractère sexuel, c'est important de savoir que c'est un acte de domination, d'humiliation et d'abus de pouvoir, de violence et en effet un acte criminel. C'est principalement commis contre les femmes et les enfants. On s'entend bien aussi que les hommes peuvent être victimes aussi. Et il s'agit d'un contrôle social, donc c'est vraiment une personne au pouvoir qui va mettre son abus sur une personne pour prendre le contrôle. Et ça maintient les femmes et les enfants bien souvent dans des rapports de peur et ça crée des rapports de force inégaux entre les sexes d'hommes et de femmes. OK. Ah oui, les types d'agressions à caractère sexuel, donc il y en a plusieurs. Ça, c'est vraiment juste un survol des types qui peuvent exister. C'est sûr qu'il y en existe beaucoup encore d'autres, surtout avec l'Internet qui évolue. Donc, on peut avoir l'inceste par un conjoint, le viol ou la tentative de viol, le viol collectif qui se reproduit par diverses personnes en même temps, les mutilations génitales, l'abus rituel, le viol en prison, donc on peut avoir des viols un peu partout, les viols des femmes qui pratiquent la prostitution ou le travail du sexe. Dans la pornographie aussi, bien souvent, on peut retrouver l'agression à caractère sexuel, du viol sous l'effet de la drogue, donc rape drug ou comme le GHB. Le harcèlement sexuel, les remarques ou les commentaires déplacés sont aussi une agression à caractère sexuel. Et comme j'ai mentionné aussi, il y en a encore plusieurs autres qui pourraient s'inscrire dans les types d'agressions à caractère sexuel. OK. Fait que les conséquences des agressions à caractère sexuel. Fait que comme Myriam a parlé, elle t'a expliqué un petit peu c'est quoi une agression à caractère sexuel. Fait que c'est d'expliquer un peu que c'est, comme que Myriam a dit, c'est pas une pulsion sexuelle qu'une personne ne pourrait pas se contrôler. C'est vraiment comme un acte où ce que la personne comme a choisi de faire, là. Il y a différents types, mais il y a aussi beaucoup de conséquences à l'agression à caractère sexuel sur une personne. Puis la raison pourquoi que je retourne aux formes d'agression à caractère sexuel que Myriam a parlé, c'est que ces conséquences-là que je vais passer à travers, c'est que
peu importe la forme d'agression à caractère sexuel que la personne a vécue, elle peut avoir des conséquences, là. Elle peut avoir les mêmes conséquences, peu importe la forme. Tu sais, fait qu'il y en a qui peuvent dire, ben, tu sais, cette forme d'agression à caractère sexuel, c'était pas si pire que ça, c'était juste comme un attouchement ou c'était vraiment comme juste des mots verbaux ou juste vraiment comme, tu sais, peut-être des commentaires vraiment très déplacés. Fait que comment qu'une personne peut avoir toutes ces conséquences-là, mais peu importe, une personne peut être c'est pas vraiment la forme d'agression à caractère sexuel, c'est vraiment les conséquences qu'il peut avoir sur une personne. Fait qu'il faut porter attention à ça parce qu'il y a des mythes autour de ça que comme le plus, tu sais, si tu veux, en guillemets, grave, l'agression à caractère sexuel, le plus les conséquences. Des fois, oui, puis des fois, comme tu sais, une personne peut avoir une agression à caractère sexuel avec, tu sais, pas d'attouchement, rien, mais c'était quand même une agression parce que verbalement, tu peux quand même agresser quelqu'un. Ou par texto, quoi que ce soit, c'est une agression à caractère sexuel. Les conséquences peuvent quand même être très, très graves pour la personne. Fait que certaines conséquences qu'une personne pourrait vivre, c'est de la confusion au niveau de ses sentiments. Fait que quand quelqu'un il se fait agresser, si tu veux, il peut avoir plein d'émotions. Cette personne-là peut se sentir vraiment là, très bouleversée, à l'envers, confus, plus bien dans sa peau, etc. Ils peuvent avoir une colère, ils peuvent se sentir en colère contre soi-même ou contre l'autre. Puis, tu sais, tu peux t'imaginer, si tu es confus, tu te sens pas bien, ben ça peut amener de la colère. Quand on dit la colère contre soi-même, c'est des fois, tu sais, c'est de la colère comme, ben pourquoi que j'ai pas réagi, pourquoi que j'ai pas rien fait, j'aurais dû pas me mettre dans cette position-là alors que c'était vraiment pas de sa faute à elle. Puis aussi, il peut avoir une colère contre l'autre, là, tu sais. Difficulté à faire confiance aux autres, fait que souvent, on peut voir qu'une personne qui subit de l'agression à caractère sexuel, ils ont de la misère après à avoir confiance aux autres. Leur monde a changé où ce que, ils se disent à qui est-ce que je peux avoir confiance. Souvent, les agressions à caractère sexuel, c'est fait par quelqu'un qu'on connaît. Peut-être quelqu'un qu'on avait confiance avant, quelqu'un qu'on penserait jamais qu'il ferait ça. Ou, tu sais, s'il y a une agression à caractère sexuel à l'enfance, ça aurait pu être comme une membre de famille ou quelqu'un à qui qu'on pensait en tant qu'enfant ne ferait pas ça parce que c'était comme un ami ou c'est un membre de famille qui nous traitait bien alors que ben il y a eu des agressions à caractère sexuel. Fait qu'après ça, c'est comme à qui est-ce qu'on peut avoir confiance, là, tu sais? On peut se sentir seul parce que c'est pas facile de parler de ça. Il y a souvent des gens qui se retrouvent en isolement. Puis se sent juste à l'intérieur un sentiment seul parce qu'à qui qu'on parle de ça, puis ça devient un peu comme un secret ou ça devient un peu une partie de nous où on a honte, où on se sent coupable ou qu'on sent pas bien. Fait que, tu sais, on peut se sentir comme on peut pas parler aux autres. Ça peut aussi faire mal à notre capacité de connecter avec les autres, ce qui fait en sorte qu'on a un sentiment de sentir ça. On peut avoir des questionnements au niveau des relations amoureuses. Fait que ça, ça va affecter ça peut affecter les relations amoureuses, avoir confiance aux autres, etc. Être capable de connecter, comme j'ai dit, avoir des relations saines, si tu veux, avec quelqu'un. Questionnement au niveau de son orientation sexuelle. Ça peut affecter, la sexualité de la personne aussi. Ça peut amener des flashbacks, des cauchemars, des troubles de sommeil, la difficulté de concentration, baisse d'intérêt pour les activités habituelles, fait qu'encore là, de l'isolement et de la difficulté de trouver de la joie dans les choses avant que tu avais de la joie puis tu aimais faire. Mais là, tout d'un coup, c'est comme il n'y a rien qui est le fun, on veut rien faire, ou se sentir peut-être comme un peu une homme à l'intérieur, comme un peu dans un daze aussi, j'ai déjà entendu ça. Il peut y avoir des troubles de comportement, de la consommation abusive de drogue, d'alcool, la délinquance, le décrochage scolaire. Fait que, tu sais, ça, c'est par rapport, disons, à nos ados, nos enfants.
comme que Mariam a mentionné au début, on sert la population, les filles de 12 ans et plus. Fait que on voit d'abord dernièrement, depuis que on a changé notre mandat de 12 ans et plus, on voit beaucoup plus d'ados là, comme qui utilisent nos services. Puis ça, c'est des conséquences qui pourraient y arriver. Tu sais, comme des troubles de comportement où ce qui disent ben, il y a des comportements, ils sont délinquants, ils décrochent à l'école, mais ça pourrait comme être des conséquences aussi d'agression à caractère sexuel. Des troubles d'alimentation, de la automutilation, fait que ça veut dire comme essayer de se faire mal, physiquement le corps, se sentir coupable, avoir la honte, se blâmer, comme j'ai dit, c'est toutes des conséquences ça aussi. Puis c'est tous des sentiments qui peuvent être très, très lourds et très, très creux, là. Ça peut être très difficile à vivre avec, là. Ça peut engendrer des troubles de santé mentale, humeur dépressive, anxiété, des suicidaires et aussi ça peut causer le suicide. Puis ça, c'en est juste une liste, si tu veux, quand même de base ou comme une petite liste, mais il y en a plusieurs autres conséquences qui peuvent avoir les agressions à caractère sexuel sur une personne. Fait que les pistes d'intervention et de référence. Fait que genre, quoi faire si on veut aider quelqu'un qui est victime ou survivant d'agression à caractère sexuel? Fait que premièrement, s'il y a quelqu'un qui comme te dévoile qu'ils ont déjà été agressés, c'est de prendre une bonne respiration et de rester calme. Ça peut être difficile à entendre, puis aussi, c'est bon d'être à l'écoute. Fait que juste prendre une bonne respiration, puis essayer de te mettre dans un état calme, ça l'aide beaucoup. Comme j'ai dit, il faut que tu sois à l'écoute. Fait que c'est bon de juste laisser cette personne-là dire ce qu'elle a à dire, sans jugement, sans poser trop de questions. C'est vraiment écouter et laisser la personne dire son histoire comme qu'elle veut ou comme qu'elle a besoin de le dire. OK? Valider les sentiments, tu sais, fait que ça se peut, cette personne-là a des sentiments qui sont un peu partout, peut-être aussi des sentiments que tu te dis, ben, je comprends pas, mais c'est très important pour une personne qui est en train de vivre ça, de savoir que est correct, c'est correct, qu'est-ce qu'elle vit, c'est correct, comment est-ce qu'elle vit ça. Et puis de la validation des sentiments peut aider beaucoup une personne qui se sent un peu comme qu'on avait vu dans les conséquences, qui se sentent un peu à l'envers, qui se sentent qui ont de la honte, de la colère, puis qui vivent plein de choses en même temps, là, tu sais. Fait que la validation, c'est important. Croire la personne. Fait que ça, c'est très, très, très important pour quelqu'un qui a vécu de l'agression à caractère sexuel. Une des choses, c'est de ne pas être cru, de dire OK, fait que t'es sûr que c'était une agression à caractère sexuel ou comme t'as été là, puis là, comme fait que toi, tu voulais aller là avec, tu sais. Fait que tes questionnements de même, ça peut vraiment mettre la responsabilité sur la victime, dans le fond. Puis la personne penser que c'était pas vraiment une agression, c'était de sa faute. Puis de ne pas être cru, ça veut dire ben, peut-être ça n'a pas arrivé, ça n'a pas été une agression à caractère sexuel. Ça peut être très, très endommageant pour une personne d'avoir des commentaires de même ou de ne pas être cru. Fait que éviter des questions fermées, fait des oui, des non. Fait qu'essayer tu peux encourager la personne avec des questions d'ouvert. Pour, genre, comment est-ce que je peux t'aider, des affaires de même pour voir cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a à dire, qu'est-ce qu'elle veut comme aide. Féliciter la personne pour son courage de l'avoir dit. Référer la personne vers les ressources appropriées. Fait que si c'est une femme francophone qui est 12 ans et plus dans la région de Prescott-Russell, tu peux la référer vers nous, le Centre Nova.
Fait que mode de référence. Fait que suite à l'agression, les femmes ont perdu tout leur pouvoir. Fait que c'est de l'aider de l'enfant, là, c'est vraiment important qu'une personne, une femme qui se sont agressées, c'est de reprendre un pouvoir qu'elles ont perdu à travers de l'agression à caractère sexuel. Fait que tu peux nous contacter pour elle, les premiers pas vers une prise de pouvoir. Fait que nous contacter, pour cette personne-là, ça peut être la première pas de reprendre un pouvoir, d'aller chercher de l'aide. T'sais. Les femmes ont plus besoin de services de base avant de faire appel à notre service. Fait que ça ferait du sens si cette personne-là est un peu, elle doit déménager, disons, comme elle doit déménager, c'est ça qui va passer en premier. T'sais. Fait que ça se peut que la personne, au début, elle soit pas prête pour venir chercher des services, elle sera pas prête pour en parler, puis c'est correct, ça aussi. Mais de parler de nos services pareils, puis de remettre une carte d'affaires, un client, ça pourrait, ou notre site web là, que tu vas voir bientôt, que je vais vous donner, ou de parler de nos centres Nova, tu peux nous trouver quand même sur notre site Internet. Puis suivre le rythme de la femme. Fait que si la personne ne veut pas de l'aide, puis tu dis, mais je comprends pas, pourquoi tu veux pas de l'aide, tu veux pas t'aider, c'est correct, il faut vraiment suivre son rythme à elle. Fait que ne pas attendre à ce que les femmes veulent agir tout de suite après l'événement. Ouais, fait que c'est ça. Faut pas s'attendre que juste après que la personne va vouloir de l'aide, c'est correct. C'est un petit peu comme j'ai dit, il faut suivre le rythme de la personne, mais c'est toujours bon quand même de leur laisser savoir les services qui existent dans la région pour qu'elles puissent prendre un choix et que quand elle sera prête, et si elle serait prête, que ça vient de elle. C'est une façon de reprendre son pouvoir quand elle peut faire des choix pour elle-même. Fait que dans le fond, ça a été pas très long, notre présentation. Mais comme Myriam et moi, en tout cas, on a dit beaucoup, on sert les 12 ans et plus à Prescott Russell en agression à caractère sexuel. Fait que si jamais vous entendez quelqu'un qui aimerait des services ou qui en aurait besoin, tu peux les référer à nous. Puis ça va nous faire plaisir d'essayer d'aider comme qu'on veut. Si vous avez des questions, comme vous voulez juste plus d'informations sur nos services parce que vous n'êtes pas trop sûr, vous pouvez nous contacter. On a des services en individuel, comme que Myriam m'a dit, mais on a aussi des groupes. Fait qu'on a un groupe de survivantes, puis on a commencé aussi un groupe d'ados. Fait qu'on a un groupe pour les filles adolescentes. Puis, on fait de l'accompagnement, on fait plein d'affaires. Tu peux toujours nous téléphoner, puis nous autres, ça va nous faire plaisir de vous expliquer ce qu'on fait là. Fait que si jamais tu as d'autres questions, tu peux toujours contacter soit moi, Daniel ou Myriam. Voilà nos courriels. Tu peux toujours nous téléphoner. Notre numéro, c'est le 613-764-5700. Puis, on a un site Internet, le centrenova.ca. Fait que c'est tout pour nous, Maxime. À moins il y avait en tout cas, à moins il y a d'autres choses, mais on va rester à la fin s'il y a des questions. Merci Myriam, puis Daniel. Donc, c'est ça, juste un rappel qu'on va garder les questions à la fin de la présentation de SAS. Donc, so just a reminder that we will keep the questions for the end of the presentation after SAS is done. But yes, you do have the contact information for Daniel and Myriam and the Centre Nova. Donc, on va procéder avec SAS. Donc, merci les filles. So we will proceed with the presentation from Alexis at SAS. So Alexis, if you want to share your screen, that would be great. Wonderful. There we go. Okay, can we see? Good. Yeah, that's perfect. All right, thank you, Alexis. So Alexis is here to talk about SAS and the agency and other related topics. So thank you, Alexis. Yes, thank you, Maxine and Maison Interlude for having us here today. And thank you from the ladies from the Centre Nova for your presentation as well.
And thank you all for being here to support Sexual Assault Awareness Month. So presentation today, going to be going over SAS, what we do here, and talking a little bit about things we need to know when we work with trauma. So my name is Alexis. I'm a counselor with SAS, and SAS has been an organization for about 30 years now, working to end gender-based violence and support survivors within our community. So we're a nonprofit, grassroots feminist organization, and our values are really empowerment, accountability, and community support. So we pride ourselves on creating a warm and inviting environment for clients to feel comfortable and safe, which is a little bit different from some of the other agencies in the community with a more clinical setting. So we are a proud partner of the United Way of SDNG and funded by the Ministry of Children, Community and Social Services. And we're also a member of the Ontario Coalition for Rape and Crisis Centers. So they provide us a 24/7 crisis line. And these proud partners and agencies allow us to have free services to all members in our community. In terms of our services, so as a counselor, part of the counseling team, and we offer up to 25 one-on-one individual sessions for clients. These can either be held in person, over the phone, or through a video platform. Due to safety concerns, we no longer do home visits, but we do meet out in the community if ever needed. And a lot of our sessions focus on, understanding trauma, symptom management, managing some of the negative emotions that come with trauma, and learning to build relationships moving forward, whether that's communication, setting boundaries, etc. We also have our own monthly support groups, which are usually topical. So in the past, we've done ones on intimacy after assault, healthy relationships, self-care. And these are open to all past and current clients so that they have continuous support even when their 25 session cap hits. We also do outreach services, so that includes going out to clients for sessions, but also going to workshops, going out in the community, holding kiosks. We do workshops every now and again, both in our office in Cornwall and out in the community. So these could be meditations, healing art groups, yoga. And similar to Maison Interlude, we go into schools and do public education presentation on a variety of different topics. In addition to some of this, we also offer advocacy and accompaniment. So this could be to the hospital, medical appointments, police stations, court, anything that has to do with the trauma and reason for coming into SAS. And in this, we also help navigate some of these social services and make referrals to create a circle of care for clients. We offer court support in both family and criminal court, and we work in conjunction with VWAP, so the Victim Witness Assistance Program, and go in with clients before, during, and after the court process for that emotional component that can come with it. And in that, sometimes it can be helping with writing a victim impact statement. As well, we have our crisis support lines in both French and English that are monitored 24/7, and a crisis chat line Monday to Thursday from 8:30 a.m. until 10 p.m. So it's pretty simple, our referral process. We want to make sure that clients are coming in on their own volition and voluntary. So clients can self-refer, but they can also be referred by partner agencies, doctors, police officers often come to us as well. So referrals can be made either by giving us a call, sending us a fax, or sending an email to one of them listed below, and that'll hit any one of our counselors. So we're a relatively small team here. We've only got 5 members, so 3 counselors, a director, and a program assistant for some admin stuff. So any way that you reach out, it will get to one of us. So simply, to be eligible for services, offer it to cisgendered women, transgender women, non-binary individuals, and two-spirited folks. So even though we are SAS for women, we do cover a big umbrella term, and that can sometimes be a deterrent. So trying to put that message out there that it's not just women. So anyone who is 16 years of age or older and living in the SDG&A area,
and have experienced some form of sexual assault. So whether it's rape, childhood sexual abuse, partner sexual violence, sexual harassment, human trafficking, anything like that is more than welcome to. And we tell clients that they don't necessarily have to disclose what happened to come into our services. So similar to what Maxine said, where Maison Interlude works with both of our centers, we also work with a lot of community partners, and this is just a small list of many in our area that we touch with. So moving on to working with trauma. When it comes to working with sexual assault, we need to understand some of the symptoms and biology behind trauma itself. So often there are these common reactions to trauma, and these 4 things are actually the 4 symptom clusters that we often see when diagnosed with PTSD. And an individual may come in with one of these, multiple, but just having an understanding helps to kind of really get the impact of it. So re-experiencing the trauma, whether that's in flashbacks, nightmares, distressing thoughts, feelings that just come back to you. Those avoidance behaviors, whether that's with substance use, self-harm, avoiding specific people, places, reminders of that trauma, and really just trying to put it behind you, maybe an unhealthy way. We have negative cognitions and moods, so a lot of guilt, self-blame, that lack of interest in things that you used to enjoy, maybe some memory loss or feeling disconnected. We also have hyperarousal. It is maybe not sleeping well at night, being more impulsive, being quick to being angry or anxious, and that heightened startle response. So it's important to talk a little bit about the brain chemistry that comes with trauma, because a lot of people come in with that self-blame and shame. And one of the basis is that trauma alters our brain chemistry, and the way we react is not something that is always in our control. So there are many different areas that are influenced in the impact and understanding of trauma. But for today, without getting too complex, I'm going to talk a little bit about the hippocampus, the prefrontal cortex, and the amygdala. So these 3 structures are actually part of our stress response system. So the hippocampus and the amygdala are actually part of our limbic system, which are behavioral and emotional control centers in our brain. The hippocampus specifically is responsible for our learning, our memory, so encoding, consolidation, retrieval. It is the core component of how we can just bring things up in our file system that we have going on up here. Our prefrontal cortex is sort of the leader of our brain that does the executive functions. So our reasoning, our problem solving, our comprehension, how we perceive the world around us. And then our amygdala is that emotional response trigger that allows us to engage our flight and fight response and react when stressors are near. So what happens when we experience trauma or stress is that 3 structures, our stress response system, becomes active and releases cortisol, which is a stress hormone that allows us to basically prepare our body for fight or flight. We're ramping up, we might have high blood pressure, our energy levels might be going up, ready for a fight, ready to run. Often stuff like digestion slows because that area of our body does not need to be active at that moment. One thing that we need to keep in mind is that the hippocampus itself is very sensitive to cortisol. So that prolonged stress of it just keep getting released after a trauma can actually overwhelm our hippocampal cells, which impairs our ability to encode what's going on around us. So this is often why survivors come in struggling to remember events, or why someone might go into a trauma response without actually recognizing there might not be any danger. So it's just because that cortisol level increase has left a biological imprint on our brain, and it's often where we hear the body remembers when the brain can't. So also following trauma,
that stress response system, and specifically our prefrontal cortex, struggles with that threat detection because our cortisol levels and our detection is just off. So this can lead to our prefrontal cortex telling our amygdala that there might be a threat when nothing is really there, which often causes our amygdala to be hyperactive, where we might startle easily or be on edge constantly. And because the brain is a funny thing, it can also have an opposite effect, where instead of detecting every little thing, it can detect nothing. And which is where we might see clients coming in with dissociation or numbness, that emotional detachment. If something happens, they might not startle, or they might be desensitized to it because they can't really recognize that this is something that they should be concerned about. So we talk a lot about the fight or flight mode, but there's actually 4 key responses to trauma, and that is fight, flight, freeze, and fawn. Now I'm going to go over those a little bit so that we can understand how this might come out when survivors come into contact with us. So most people know about the fight or flight. So the fight is when we experience a trauma or stress, our body may respond by getting angry or aggressive to protect ourselves. This can look like anger, intimidation, bullying, being defensive, mistrust in others, or this always on edge to fight back if someone seems to come and attack us. We also have our flight response, which is simply the need to escape the perceived threat. And this can manifest in a few different ways with people, such as perfectionism, always wanting to get things right, which we don't talk about enough. Also coming out as worry, panic, being avoidant, being very hyper vigilant, so that if something comes up, you're ready to leave at a moment's notice. Less commonly of the two is the freeze response. And this is the one we see the most when it comes to sexual assault. And this response is the body shutting down to protect itself. So in that moment, it might look like a disconnect from emotions, being unable to move, being stuck, feeling very numb, or dissociating from what's going on. So this is what we often see when clients feel that guilt and self-blame at, well, why didn't I do anything? Why couldn't I fight back? How could I just let this happen to me? When we need to know the brain chemistry of it, because you didn't have much of a choice. In that moment, your body knew that going blank, taking your mind somewhere else, was safer than maybe fighting or trying to run. So it is an unfortunate thing that happens, but it is your body's way of trying to protect you in the best way it knows how. Then our last one is fawn, which is a response that comes up when we're feeling the need to appease the threat that's coming out. And it's often at the expense of our own needs and well-being. So this is people pleasing, confused of your identity or boundaries, which means there's probably some codependency there of whatever the threat is, needing to stick to it. That threat gives you validation, approval, and it might seem safer to just go along with it than run, hide, whatever it is. We often see the fawn response when it comes to situations of domestic violence and why people might not leave their partners, because it just seems easier if I go along with what they want me to do. If I play the perfect role, maybe they're not going to hurt me. Maybe things are going to get better. And if I leave, there are consequences. So it's easier to just appease and try and be a perfect person. Oh, one of the biggest things that we do at our center here is learning to cope with these reactions to trauma. And these are just some of the ways that we go about talking with clients, but well, you can use these in daily practice. If you know someone who might be struggling with their stress response system, you can encourage them to do these things as well. But number one is always going to be seeking support, whether it's counseling or social. Letting someone know what's going on and how you're doing is the best way to do it, rather than bottling up how you're feeling. Learning to identify your triggers and know what might set you off and how to make yourself more comfortable going out into the world.
learning grounding techniques, such as being able to ground yourself with your 5 senses, doing mindfulness and just taking that step back to have a deep breath, be in this present moment, that you are safe. Simple things like trying to eat well, having a better sleep management, engaging in physical activity to try and get a release of energy out so it's not always building up to this point of fight, flight, freeze, or fawn. And trying to have some positive self-talk and self-compassion. What we see a lot in our center with sexual assault cases is it takes a lot out of you. It takes a lot in terms of guilt, blame, your self-esteem, your self-worth, and progress doesn't always seem to be made overnight. But it's important to recognize that even small progress is progress. Even just incorporating one of these things into a daily or weekly routine is a step into the right direction for healing. It's pretty much for me. If you have any questions regarding center and what we do, you can always get in touch by calling our office, emailing us. I know we've got the director email here, but you can also email any one of our counseling team on the other slide. You can also come visit us at our office in Cornwall. We are an appointment-based service for right reasons. We want to make sure everyone's safe in our building. So if you wanted to stop by, you could always set up a meeting or we could come to you. But I want to thank you for our time, and I'll pass it back to Maxine for questions. Thank you, Alexis, for your presentation. So I will stop the recording now before we go into questions. So je vais arrêter l'enregistrement maintenant avant qu'on commence avec les questions. Donc, merci Alexis pour ta présentation. On a 2 secondes.